Soirée autour d'Héry de Lucas, deuxième partie. Sur les traces de Nive. Je pense aux Lhotse, le dernier escaladé de juillet 1993 à mai 1994. 4 sommets autour de 8000 mètres. Le Lhotse est le plus haut, à 8500. La portion la plus dure est celle des couloirs des derniers 500 mètres. Ils n'en finissent plus. J'arrive au sommet d'un couloir et puis il y en a un autre, et encore un autre. Un jeu de gradins qui se resserre et se cabre jusqu'à un étranglement. Un entonnoir d'1,5 m environ. On doit passer en plantant ses crampons, les jambes cassées sur les deux bords. Je me suis arrêtée. J'étais à 8400, il était 7 heures. Depuis 5 heures du matin, je faisais rentrer l'oxygène de toute la puissance de mes poumons. Romano et Lucas étaient déjà passés. Au-dessous de moi, il y avait le vide de 2 milliers de mètres, une distance faite de 200 000 centimètres, et pas un seul n'était un cadeau. Au pied de l'étranglement de ce dernier couloir, sans savoir s'il y en avait encore, j'ai puisé dans mes réserves de calme. Là, ce n'est plus la force ni la résistance qui sont nécessaires, mais une douce sérénité dans les nerfs, dans les doigts. Un bout de rocher glacé dépasse qu'on doit nettoyer en grattant avec le piolet et qui sert ensuite de prise, sans approximation, juste où il faut. Il vaut mieux que tes lunettes ne se brouillent pas ce moment-là, qu'en se rompant, quelque chose ne t'oblige à te dépêcher. Il vaut mieux que tu disposes de tout le calme amassé au cours des autres ascensions, de tout ton patrimoine de confiance. Ainsi ai-je planté mon piolet, poussé avec mes crampons contre les deux faces de l'étranglement. Je sens mes abdominaux qui se contractent et je suis hors du couloir, d'un coup sec. Ma respiration est devenue un râle. Je plonge la tête dans mes bras et je reste tout essoufflé, au moins 2 minutes. Je n'ai même pas vu si je suis sorti du dernier gradin, s'il y en a encore. Puis j'entends les voix de Romano et de Lucas. Je relève la tête et je vois que je suis au pied de la pyramide terminale, un pierrier délité qui mène au sommet et où flottent au vent les habituelles bandes de drapeaux déchirés. Il ne reste plus environ que 100 mètres de dénivelé. Tu les paies tous, mais tu les sens moins. Quand tu vois où finit le voyage, tu les aimes, ces pas. Tu les ajoutes avec la touche de grâce qui te fait mettre des fleurs sur la table un jour de fête. Les pas qui conduisent au sommet sont à bout de force et pourtant légers. Tu es point d'usure maximale du corps, de la perte de poids, de muscles et de cellules cérébrales. Mais le sommet, enfin, c'est la plus dure des limites sur laquelle tu mets les pieds. J'ignore ce qu'est pour un prisonnier le jour de la fin de sa peine, ce qu'est pour un malade la venue de l'aube, ce qu'est pour un écrivain le dernier mot de son livre. Mais je crois que tout ça doit ressembler au sommet, la promesse tenue à l'enfant qui trépigne en chaque année. Là-haut, je ne gesticule pas, je n'ai aucun accès de joie débordante. Je souffle plutôt. Je prends des clichés pour ma documentation, pour notre souvenir, mais les bras baissés. Je n'aime pas éclater de joie sur les sommets. Tu sais qu'il n'y a même pas une photo d'Hilary sur l'Everest lors de cette première ascension de 1953. Hillary avait un appareil et il a photographié Tenzing sous fond de profil montagneux. Mais il n'a pas demandé à Tenzing de le prendre en photo. Ce n'est pas curieux, ça?
Hilary était là-haut au nom de la collectivité. Il n'était qu'un représentant de l'espèce humaine. J'ignore s'il a eu la tentation de passer l'objectif à Tenzing. Je sais qu'il ne l'a pas fait. Et pour moi, ce déclic raté est le plus beau de tous. Un signe d'humilité qui donne la priorité à l'exploit, non pas à celui qui l'accomplit. Ce grand échalas osseux néo-zélandais d'1,92 m ne s'est pas fait prendre en photo au sommet de l'Everest. C'est pour moi une leçon. À lui seul, le Lhotse te donne aussi une leçon. C'est le 4e sommet de la Terre, mais lorsque tu y arrives, tu as l'impression de te tromper de montagne. De loin déjà, il se voit peu. Au sud, il est caché par le Nups. Puis, tu es enfin dessus, et au lieu de l'horizon largement ouvert que tu mérites, tu es écrasé par les 2 cimes de l'Everest. Le Lhotse t'exaspère, mais il te donne une leçon d'humilité. Même les géants baissent la tête. Ce sont des pensées sans gravité, je le sais, des pensées à court d'oxygène. Je le dis tout de même, elles font partie des soupirs que j'ai poussés là-haut. Puis, en descendant des couloirs du Lhotse, j'ai eu un étourdissement. Et Romano et Lucas m'ont aidé et ont sauvé ce bout de vie qui continue et s'offre le luxe de pouvoir se raconter. Oui, raconter est un luxe. Privilège de qui a pu descendre en refaisant jusqu'au bout le voyage, arriver au point de départ, s'asseoir dans un restaurant de Katmandou, mâcher un steak, boire une bière, oublier, puis raconter. À toi et à ceux qui viennent à une projection de diapositives, car c'est ma façon de payer mes voyages, en organisant des soirées, un peu partout. Raconter est un luxe. Et moi, je ne suis pas très forte pour dire ce qui s'est passé. Forcer l'imagination d'une personne qui t'écoute, la forcer au point de la mettre ne serait-ce qu'une minute dans ta peau, là-haut, lui faire entendre le vent, le bruit de la neige écrasée par tes crampons, l'aube qui déglingue l'horizon de l'Est, parvenir d'un coup de tension, de chance, à faire partager un bout de tout ça avec quelqu'un qui t'écoute. C'est un grand luxe. Toi, tu es un écrivain. Ça te semble naturel. Tu es dans ton courant. Mais moi, ce n'est que par erreur, par hasard, que j'arrive à mettre une personne à côté de moi quand je raconte mon voyage. Et puis, ce qui me pèse le plus, c'est la pensée d'être un reste de parole d'autres personnes que d'autres ne peuvent plus dire. C'est une responsabilité qui me gêne, car je raconte mes histoires pour eux aussi, les absents. En montagne, on meurt. En volontaire, certes, envoyé par personne. Chacun est un envoyé de soi-même et on meurt. Même les meilleurs, même les plus rapides, les plus forts. Et donc, je pense que mes histoires sont aussi les leurs, que je les rapporte et les retiens. Et lorsque je remue les lèvres, les leurs remuent également. Et tout en parlant, je suis saisie par un effet choral, prise par le vertige de raconter. Je souffre de vide sous les mots. Je ne sais pas comment dire.